Jungle. Heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers de l'NDE, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Ensemble pour sonner la mobilisation et intensifier la sensibilisation, en vue d'accompagner les éperviers du Togo, toutes catégories confondues, dans une synergie pour de fructueuses campagnes des éliminatoires et préparatifs des différentes compétitions. Au menu du jour, éliminatoire Cannes 2023, les éperviers démarrent à domicile dans le temple de Kégué face à l'Eswatini, ex-Swaziland. Opération main basse sur les boucliers du roi à Lomé, on va dire. Toujours dans ce chapitre d'éliminatoire Cannes 2023, écho de l'organisation du match, retour du public au stade, nécessité d'une mobilisation totale des supporters togolais. Et puis éliminatoire Cannes U17, tournoi UFOA-BA Cape Coast, c'est au Ghana. Difficile mission, certes, mais pas impossible pour Maurice Moutoudien et sa bande, toujours en perdition en haute mer. Et puis écho préparatif Cannes 2022 des dames, Kaïtomiti fait ce qu'elle peut en attendant mieux. Oui, mais le programme des derniers préparatifs est toujours à l'étude à la Fédération togolaise de football et au ministère des Sports. Flashback souvenir, on roule encore aujourd'hui sans rétroviseur, c'est aussi ça parfois. Les acteurs hésitent toujours à prendre la parole. Togolais en club, coup d'œil habituel sur la forme des joueurs togolais expatriés. Et puis la tranche des auditeurs à vous, l'antenne. Dans le nid des éperviers, c'est avec la technique Théo Ajav. La caméra est assurée par Eloma Dovon pour assurer, si vous voulez, la migration sur le www.sportfmtg.com et sur les réseaux sociaux, ce sera avec la complicité de Roméo Yetor. Et puis au studio, comme d'habitude, Franck Nounyama et Angelo Polico de la rédaction de Sport FM. Je suis Aimé Lebon pour la présentation des LNDE, c'est parti. Allez, ça y est, on se retrouve. Franck Nounyama, Franck Nounyama. Ça passe. Ça passe? Ça passe. Ça passe? Ça passe. Bon, c'est finalement Franck Nounyama. C'est ça. Pas Noumania. Ça, c'est dangereux. C'est comme l'autre. Bonsoir quand même, Franck, d'être là. Bonsoir Aimé, Merci. bonsoir Angelo. Salut à toutes et à tous. Voilà, c'est avec plaisir qu'on est là, comme toujours. Oui, Angelo, salut. Salut Aimé, bonjour à toutes et à tous. Ça va? On gère. Très bien. Ça va. La bonne forme? Oui, 95%. Bon, les 5%, on va gérer ça après. Alors, premier sujet, éliminatoire Cannes 2023. Les éperviers démarrent à domicile dans le temple de Kégué. Ce serait face à l'Eswatini ou ex-Swaziland. Ils ont dénommé ça, opération basse, enfin, main basse. on peut le dire ainsi, Franck? Dans quel sens voulez-vous parler? Main basse, que c'est facile pour le Togo et que... En réalité, main basse sur les boucliers du roi à Lomé, ici. Ça doit être un match que nous devons impérativement gagner. Oui, c'est important. Il ne faut pas se louper sur ce match, puisque beaucoup disent que c'est le petit pousset de ce groupe B. Il va falloir prendre les 6 points en aller-retour, commencer par Lomé le 3 juin prochain. Mais lorsque vous écoutez le sélectionneur, il dit c'est un match qu'on va jouer, qu'on va gagner, mais pas de complexe de supériorité. Parce que c'est peut-être cette considération qui a joué un mauvais tour aux éperviers lorsqu'il s'agissait de jouer contre les Comores ici à Lomé. Le Kenya, des sélections supposées faibles, et qui finalement ont surpris le Togo à domicile. Donc, il ne veut pas de complexe de supériorité. Il faut arriver sur le terrain, c'est vrai, avec beaucoup de confiance et de discipline. Je pense que le Togo a les moyens quand même, sur le papier, de pouvoir gagner face à cette équipe qui est classée, on va dire, pratiquement 150e FIFA. Et que, voilà, sur la détermination qui anime ce groupe, sur tout ce qu'on a vu depuis 8 mois, depuis l'arrivée du sélectionneur, je pense qu'il n'y a pas de raison que le Togo puisse perdre face à cette équipe de, Silangou Semnikati, c'est-à-dire le bouclier du roi.
Donc, il va falloir se tenir et bien jouer et gagner avec la manière. Le nom est significatif, il ne faut pas l'oublier. Le sélectionneur Paulo Duarte a rendu public sa liste et ils sont 27 joueurs convoqués pour les 2 matchs de juin, bien entendu. Voici d'abord la liste de ces 27 retenus par Paulo Duarte. Nous retrouvons Angelo Folicoué. Alors, le technicien portugais a retenu 3 noms au niveau des gardiens de but, notamment Malcolm Barcola, qui évolue du côté de l'Olympique lyonnais, Steve Folli-Mensah, et puis Youssouf Morou, du Dynamique togolais. A priori, c'est le seul local de cette liste de Paulo Duarte. Alors, au niveau des défenseurs, ils sont 12, dont Jane Dakonam, Emmanuel Hackman, Frédéric Anano, Kennedy Boateng, Clousset Agbozo, Loïc Bessilé, Nadir Ayeva, qui est un nouveau également presque arrivé, Steven Folinador et puis Youssifou Ati. Niveau milieu de terrain, ils sont pratiquement 8 à être convoqués. Alexis Romao, Floyd Haïté, Franco Achou, Nyama Akate, Karim Derman, c'est un jeune de moins de 23 ans qui évolue avec le Feyenoord de Rotterdam. Il y a également Marouf Tchakei que l'on connaît très bien, sans oublier Oro Samsodine et puis Samuel Assamoah. Au niveau du bastion offensif, l'on peut retenir les noms de David Renen, Kevin Denke, Kodjo Fodolaba, Plaka Fessou, Richard Nan, Serge Nuadi et puis Thibaut Klidje des Girondins de Bordeaux. En tout cas, 27 joueurs donc convoqués pour cette expédition de juin, on va le dire ainsi. Mais Angelo, quelles sont vos réactions, les premières réactions par rapport à cette liste en fait ? Alors, la première réaction, c'est dire simplement que Paulo Duarte est beaucoup plus dans la continuité, pour ne pas dire la conservation du groupe, pour ne pas chercher tout de suite à chambouler quoi que ce soit. Quand on voit au niveau des portiers, c'est presque le même Barcola qui va être le numéro 1 naturellement. La nouveauté, c'est Youssouf Morou du Dynamique togolais qui intègre justement cette partie des gardiens de but. Au niveau de la défense, presque également les joueurs qui étaient du côté d'Antalya étaient presque encore là. On a vu ceux qui ont disputé le match face au Bénin et à la Sierra Leone qui, sont en train de prendre petit à petit leur repère autour de Jenda Konam. Le nouveau arrivé que je peux nommer, Nadir Ayeva, on ne sait pas exactement si lui, il aura l'occasion de disputer les 2 matchs contre l'Eswatini et le Cap-Vert. Ça reste le quid de sa convocation. Au niveau des milieux de terrain, je pense que là aussi il y a les habitués, notamment Alexis Romao, Franco Achou, Nyama Akate, Karim Derman, qui est le plus jeune justement de ce bastion, et puis Samuel Assamoah, sans oublier Marouf Tchakei. Seul Floyd Haïté constitue justement la curiosité. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien déjà dans le groupe épervier, mais la dernière fois quand on a posé la question au sélectionneur, est-ce qu'il vient pallier l'absence d'un certain Ilas Bebou, laissé de côté par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment? Et il n'a pas voulu tout de suite répondre ainsi, mais il reconnaît que Floyd a fait des efforts personnels vis-à-vis justement de la démarche à faire à l'endroit du sélectionneur. Il a senti une preuve d'humilité de la part du joueur qui a envie de revenir dans le nid des éperviers et qui veut apporter quelque chose au groupe pour ces éliminatoires. Et puis terminer en parlant des attaquants, je pense que les mêmes sont presque là. Les attaquants qu'on lance souvent, Plaka, Kevin Denke, David Renen ou encore Kodjo Fodolaba seront là pour animer l'offensive côté des éperviers du Togo. En tout cas, hier, le sélectionneur Paulo Duarte était donc face à la presse pour présenter justement cette liste et déjà il a fait une analyse concernant la qualité des joueurs qu'il a sélectionnés. On va l'écouter. La force de notre équipe. Aujourd'hui, on a 2 joueurs chaque poste avec la même qualité. À 8 mois 20, on n'a pas 2 joueurs chaque poste avec la même qualité. Aujourd'hui, on a peut-être 3. Et pour aujourd'hui, moi, faire une liste de 26 joueurs, c'est très compliqué, très difficile, parce qu'on a de qualité intérieure et on a de qualité extérieure. Et c'est la concurrence qui fait remonter la qualité de l'équipe. Et c'est pour ça que je suis là, pour améliorer la qualité de l'équipe, pour développer les joueurs, pour découvrir des joueurs, pour renforcer l'équipe. Et aujourd'hui, pour moi, coach, c'est très difficile de choisir une liste de 23 joueurs. C'est pour ça qu'il y a 2 joueurs locaux. On peut compter aussi sur Marouf qui a sortira du mois. Marouf, c'est comme locaux. Akate, c'est comme locaux qui a sortira de mois. Oro, qui n'est pas là.
il est blessé. Nen a sorti aussi à 8 mois. Donc les meilleurs joueurs locaux vont sortir. C'est la force de l'équipe qui commence à devenir. Peut-être dans un an, c'est plus difficile de faire l'équipe. Et ça, c'est la preuve que le travail est bien fait. C'est la preuve que le travail progresse. Et c'est la preuve que pour entrer dans cette équipe, aujourd'hui, c'est très difficile. Et pour moi, sous le banc, aujourd'hui, je peux dire qu'il n'a pas remplaçant. Il y a des renforcements. Parce que sous le banc, j'ai des joueurs avec la même qualité que les 11 qui va débuter le match. En tout cas, Paulo Duarte qui a 6 locaux à lui, donc ils sont 3. Et puis, le constat, c'est qu'il y a bien sûr un local qui vient de Dito de Lomé, Franck Nunyama. Oui. Ben voilà, donc la liste présentée avec, disons, cette analyse faite par Paulo Duarte. Quel commentaire cela vous suscite? Lorsqu'on l'écoute, c'est un sélectionneur satisfait, comblé de tout ce qu'il a pu commencer depuis 8 mois avec la sélection du Togo. Il a parlé des postes qui ont été doublés. Dans une sélection, c'est un paramètre important. Donc pour lui, aujourd'hui, il n'y a plus de difficulté par rapport à tel ou tel joueur, mais c'est lui-même qui a une certaine difficulté à pouvoir choisir 23 parmi ceux qu'il a sous la main. Donc, pour lui... rappelons qu'il a commencé avec une préliste de 54 joueurs. 54, il y avait des juniors comme Enzo Dovlo, il y avait des juniors comme Olete Benjamin de la SCK. C'est pour, a-t-il dit, permettre à ces joueurs, à ces jeunes joueurs d'avoir un peu la chaleur de ce qui se passe au niveau senior, de leur permettre quand même d'approcher cette sélection Fagnon pour peut-être une intégration future. Il a dit, on va dire, du bon sur ces jeunes joueurs. Certains ont participé au tournoi UFOAB au Niger la dernière fois. Malheureusement, ils ont été sortis au premier tour. Donc, c'est un entraîneur qui veut ratisser l'arche lorsqu'on regarde ce qu'il fait comme travail. Et voilà, et il a l'obligation maintenant de choisir un nombre pour affronter les 2 premières journées des éliminatoires à venir. Et au lieu de 23, on en est à 24 parce que 20, peut-être 27, oui, on se donne une certaine, j'allais dire, pour pouvoir... une certaine marge. Voilà, pour peut-être en cas de blessure ou je ne sais pas trop. Donc voilà, on le verra parce qu'il y a 2 matchs à venir. On peut avoir des joueurs blessés qui sont sur le premier match et contraints de les remplacer. Donc avec 27, on a toute cette latitude de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Donc pour lui, tout marche bien. Ben, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, c'est ce que veut le public togolais et voilà. En tout cas, l'ambiance plutôt est bon enfant. On a l'impression justement au dire du sélectionneur. Et je crois ça apporte du grain au moulin justement pour nous qui sommes donc en train d'analyser tout cela et naturellement ça donne une certaine chaleur au public sportif qui voudra bien retourner donc au stade. Mais alors on constate, Angelo le disait tout à l'heure, le retour de certains comme Floyd Haïté de Valenciennes, mais justement le sélectionneur Paulo Duarte s'est expliqué sur le retour de Floyd. On va l'écouter aussi avant de faire les commentaires. J'aime toujours choisir le meilleur joueur, faire la meilleure équipe pour avoir la meilleure victoire. Mais une chose, je sais, je ne vais pas jamais implorer, demander un joueur pour jouer pour l'équipe nationale. Il m'a dit qu'il n'est pas prêt. Un jour de match, il m'a dit qu'il n'est pas prêt. Un jour de voyager pour le stage, il m'avait dit qu'il n'est pas prêt. Je n'ai pas accepté ça parce qu'il a joué tous les 4, 5, 6 matchs, 7 matchs avant d'être convoqué, avant de voyager. Il a joué dimanche et lundi, il a appelé et dit qu'il n'est pas prêt. Je n'ai pas accepté bien ça. Je lui parlais, je lui expliquais mon sentiment et je l'ai écarté pendant 8 mois. Et je l'avais dit que maintenant, c'est moi qui vais attendre qu'il m'appelle pour qu'il me dise quand il soit prêt. Parce que moi, je ne vais pas l'appeler jamais. Parce que je ne pleure pas pour un joueur. Floyd est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a appelé, ça veut dire qu'on a parlé, ça veut dire qu'il a compris. Et c'est pour ça aussi la convocation de Floyd. Parce que comme vous savez, Floyd, les derniers 15 jours, il a eu une petite blessure. J'ai couru le risque de l'inviter. Normalement, je n'invite pas. Mais à cause de toute cette histoire, et à cause de sa humilité de m'appeler, et à cause de sa humilité de me faire sentir qu'il est motivé, parce qu'il peut m'appeler, mais je ne sens pas un coup de motivation. Mais je sentir qu'il a envie de corriger un erreur, qu'il a envie de prolonger sa carrière, qu'il a envie d'apporter tout ce qu'il peut donner. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il peut donner quand il est à 25 ans ou 27 ans, c'est vrai, mais aujourd'hui, il peut nous apporter quelque chose. Voilà, c'était donc Paulo Duarte sur Floyd Haïté. Angelo, est-ce un retour définitif de Floyd ou bien c'est encore une de ces farces?
Bon, ça dépendra justement de l'envie, de l'objectif que veut s'assigner justement ce joueur. J'ai un avis personnel sur lui, ça n'engage que moi. Je ne l'ai jamais vu s'impliquer à 200% pour la sélection. Oui, on peut avoir... Il fallait des 200%. Mais normalement, quand vous venez en sélection nationale pour jouer pour votre pays, quelle que soit la compétition qui est en jeu ou qui est en cours, vous avez le devoir, l'obligation et même la responsabilité de donner le meilleur de vous-même. Et c'est ça qui fait 200%. Oui. Pour moi, ça veut dire que vous devez aller au-delà de vos capacités. L'esprit de compétition, vous devez l'avoir lorsque vous êtes sur le terrain. Le public n'est pas dupe. Lorsque vous jouez sur un terrain, ceux qui savent faire des efforts et ceux qui n'en font pas, le public est bien conscient et regarde exactement ce qu'il se passe. Vous avez également un joueur qui, ma foi, à un moment donné, qui était arrivé du côté de Fulham en Première Ligue, en Championship. Après, ils ont fait la montée en Première Ligue. Il n'a pas été vraiment efficient dans le jeu. C'était compliqué pour lui de pouvoir aligner les bons matchs. Et puis derrière, le club est reparti. Il a migré vers la Turquie. Là aussi, ça n'a pas vraiment marché. Aujourd'hui, il évolue en deuxième division française à Valenciennes. Sur quoi? 27 ou 28 matchs, 3 buts marqués, 2 passes décisives. Bon, ça, ce sont des statistiques parce que par endroit, vous pouvez vous réveiller sans avoir vraiment la bonne inspiration. Mais je pense que par rapport à sa démarche, vis-à-vis de Paulo Duarte et de vouloir revenir, le sélectionneur a dit beaucoup de choses. À un moment donné, il a fait quoi? Il a joué un peu au yo-yo avec le sélectionneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de est-ce que c'est encore une de ces farces? Et là maintenant, si lui-même a pris le téléphone et a discuté avec le sélectionneur, ça veut dire qu'il a pris conscience d'une certaine réalité. Floyd a été, je pense, c'est 32 ou 33 ans. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas encore lui demander de faire ce qu'il a fait il y a 5-10 ans, comme le dit si bien le sélectionneur. Mais il peut apporter quelque chose. Techniquement, c'est un joueur au-dessus de la moyenne. Sur l'engagement, je le trouve moins impliqué dans le jeu. Mais bon, peut-être, pourquoi pas, sur les 2 matchs à venir, l'expérience il aussi, pourra sortir quelque chose contre les Swatini, qui reste quand même un adversaire à ne pas du tout négliger. Parce que, faire une petite parenthèse en parlant de cette sélection, elle évolue beaucoup plus dans la compétition COSAFA Cup au niveau de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est presque à connotation, des joueurs presque à connotation locale. Ouais. Et physiquement, ils sont prêts tactiquement. Ce sont des joueurs bien disciplinés. Donc, c'est à Floyd Haïté face à les Swatini et au Cap-Vert de nous montrer ce qu'il a encore comme reste dans ses jambes. Mais, Franck Munyama, est-ce que vous pensez que Floyd... son retour a apporté vraiment quelque chose à cette sélection des éperviers? Oui, lorsqu'on connaît un tout petit peu la qualité de ce joueur, même si aujourd'hui il est en train de prendre de l'âge, Angelo l'a dit, 32-33 ans, ce n'est plus le Floyd Haïté d'il y a 10 ans, un joueur techniquement bien, mais qui n'aime pas les défis physiques. Donc c'est un joueur qui pourra il a quand même un impact sur les jeux, en principe. Voilà, qui avait fait de très bons matchs avec les éperviers du Togo. On se souvient de ses buts. Un but qu'il a marqué ici au stade municipal contre la Zambie dans un match amical. Pratiquement d'anthologie. Voilà, donc où il fait le crochet puis frappe du pied gauche. Donc c'est un joueur qui a du coffre, mais qui malheureusement, j'ai envie de dire qu'il choisit les matchs. Donc il a fait un peu ce jeu avec le coach qu'il a mis un peu sous éteignoir 8 mois durant. Et finalement, il a peut-être reconnu son erreur et il a appelé l'entraîneur, le sélectionneur, pour dire, bon voilà, on va enterrer l'âge de guerre. Je suis maintenant prêt. Je suis disponible. Il n'y a que lui qui pourrait nous dire si c'est un retour définitif ou bien c'est encore, on va dire, ses façons de faire par rapport à la sélection. Maintenant, est-ce qu'il peut apporter quelque chose ? Ben oui, pourquoi pas. C'est un joueur qui... À partir de son expérience déjà. À partir de son expérience, il connaît bien le nid des éperviers. Il joue à Valenciennes, 2e division française. C'est pas encore... C'est toujours le haut niveau. Lorsqu'on voit un peu Romao, Alexis, c'est vrai que c'est pas les mêmes joueurs. Romao a pratiquement 38 ans, qui apporte toujours son expérience, sa solidité dans le milieu on s'étonne d'ailleurs de ses conditions physiques. Voilà, donc, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Il n'y a rien à faire. Pour ajouter par rapport à ce que Franck disait tout à l'heure,
et peut prendre en compte la déclaration de Paulo Duarte qui dit « Je n'implore pas le pardon d'un joueur pour qu'il vienne en sélection ». Je pense que ce qu'il a dit est très très fort. C'est lui qui est le patron de la sélection. J'espère qu'on lui a signifié ça. Ah ben, à Floyd, c'est clair. Il a dit qu'il lui a dit ça et que c'est pas lui qui va encore l'appeler, mais le jour où il se sentirait prêt de faire le retour. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que l'entraîneur a envie de mettre en place une famille. Il n'y a pas de star. Tout le monde est mis au même niveau, sur le même pied d'égalité. C'est pas parce qu'on est Floyd Haïté qu'on est au-dessus d'un Plaka Fessou, par exemple, d'un Mourou, Youssouf, c'est ça, non? Oui, Youssouf Mourou. Voilà, donc tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. C'est une famille qu'il veut mettre en place et ça, c'est très important dans une équipe qui est en reconstruction, dans une équipe qui veut gagner, qui veut progresser, qui veut grandir. Donc, aujourd'hui, je pense que Floyd a compris et si demain, peut-être, on lui demande encore de faire ce jeu, peut-être qu'il n'est pas prêt pour recommencer. Oui, d'accord. Angelon, bon, je ne sais pas, cette liste, elle vous paraît pratiquement homogène. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres qui manquent à cet appel? Non, quand je fais un peu le tour, est-ce qu'il y a un joueur qui manque vraiment? Non, peut-être par chauvinisme, on pourra citer tel ou tel nom, mais quand on prend en tout cas ceux qui sont régulièrement, on pourra dire, appelés sur les 4 derniers matchs ou sur la dernière campagne des éliminatoires du mondial avec cette équipe des éperviers. Je pense que ils sont là. Tout dépendra maintenant de l'envie à mettre en place pour ces joueurs. Oui, on sait très bien que depuis 4 voire 6 matchs, le Togo ne perd pas. Ça reste aujourd'hui une véritable caisse de résonance que l'on veut faire croire à tout le monde. Mais attention, il ne faut pas du tout dormir sur nos lauriers. Il y a de lauriers, le Togo a des lauriers. Non, mais pour le moment, pour le citoyen lambda, le Togo, les sorties sont entre guillemets positives. C'est-à-dire que... Donc c'est des lauriers. Pour certains, ça dépend de quel côté vous vous trouvez pour pouvoir le définir ainsi. Mais ce qui est vrai, le Togo ne perd plus ses matchs, quel que soit l'adversaire. Maintenant, là, on est devant, on pourra dire, des adversaires plus ou moins coriaces, mais qui ont également faim, même je dirais même qui ont plus faim que nous. Ces joueurs-là qui sont arrivés, moi je pense que au-delà de l'aspect du travail de groupe qui est fait et qui semble être amélioré au fur et à mesure que Paulo Duarte propose des joueurs sélectionnés, je pense que le plus important aujourd'hui encore, au-delà de la mobilisation que nous sonnons, c'est d'avoir l'esprit de famille. Et surtout... C'est ce que soulignait tout à l'heure Franck. L'esprit de sacrifice l'un pour l'autre ou les uns pour les autres. C'est ça. Paulo Duarte a dit quelque chose d'assez intéressant dans la première interview. Et pour lui, la concurrence n'est pas forcément le mot qu'il emploierait, mais c'est beaucoup plus le mot renforcement. Ça veut dire que ceux qui sont sur le banc sont presque au même niveau que ceux qui sont titulaires d'entrée. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a presque les mêmes qualités, on est presque unis vers un même et seul objectif, gagner et rien que gagner. Pour terminer en disant que l'esprit de sacrifice dont je parlais tout à l'heure, ça doit se faire ressentir dans les matchs. Dans le jeu, le milieu de terrain qui perd le ballon ne doit pas rester dans sa zone et laisser le ballon au défenseur de se débrouiller. Le latéral doit venir quand même colmater les brèches. L'attaquant, plus ou moins de pointe, doit être capable de mettre la pression sur le porteur de balle venant de l'adversaire. Je pense que quand on arrive à jouer avec cet état d'esprit, cette complicité, c'est très très important. L'esprit de famille, l'esprit de complicité, savoir un peu le jeu de l'un par rapport à l'autre. Je pense que tout ça pris ensemble, ça donnera quand même des résultats efficients dans les jours à venir. En tout cas, il faut justement essayer donc de retrouver l'équilibre qu'il fallait. Franck Nyama, est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qu'on pourrait appeler et qui n'ont pas été convoqués? Lorsqu'on regarde la liste des 27, il y a les habitués qui sont là, comme Jane, comme Malcolm, comme Laba Fodo, comme Kevin Denke, David Enen, comme Serge Qui n'est pas là? Qui n'est pas là, peut-être, c'est Oro Agoro Ismaël qui finalement s'est blessé et qu'on n'a pas vu dans cette liste. Par rapport pardon? Ou Bébou? Bébou, on sait l'histoire qui a commencé depuis un moment, mais c'est ce qu'on craignait en fait. Oui, c'est en train d'être réglé. Sur les dernières discussions avec le sélectionneur Paulo Duarte, il a dit oui, finalement, il continue de se parler et que il va donner cette liberté à
Bébou de ne pas venir sur les 2 premières journées, mais pour les journées de compétition qui vont suivre, c'est sûr qu'il va venir. C'est-à-dire que les 2 personnes, les 2 hommes se parlent pour le bien de la sélection. Quoi qu'on dise, Bébou aujourd'hui reste un des cadres de cette équipe des éperviers. Aujourd'hui. Et lorsqu'on veut reconstruire, il ne faut pas chasser ce qu'il ne faut pas chasser. Donc je pense qu'ils sont en discussion et ça va se faire bientôt. Donc moi je pense que cette équipe affiche un certain équilibre. C'est vrai qu'il y a 2 gardiens qui sont venus, qui n'ont pas l'habitude de venir, Akman, on parle également de Morou, qui est un nouveau. On parle de Nadir Aeva, qui est un jeune de 19 ans, qui joue du côté de la Suède. On parle d'Asamoah. On ne l'a pas vu forcément dans un match officiel avec les éperviers. C'est le moment ou jamais de pouvoir les voir dans une compétition d'envergure comme les éliminatoires de la CAN. Donc l'attaque, elle est restée équilibrée avec les mêmes joueurs qui sont là souvent, sauf Floyd, qui est venu étoffer ce bastion de l'équipe nationale du Togo. Donc globalement, on a comme l'impression que c'est une équipe qui vit bien, qui a de l'équilibre par rapport à ce qu'on a vu dernièrement au stade d'Antalya, parce que c'est là qu'on a vu les Akman, les Steven Nador, les Nadir Aeva, les Ananou, les Kevin Boma et autres, voilà, donc, et les Boateng. Donc j'ai comme l'impression que l'entraîneur veut surfer sur ça et que lui, par rapport aux résultats qu'il attend, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir faire, on va dire, dans l'approximation. Voilà, donc tout est dit pour le moment. On va revenir donc sur cette analyse concernant les 27 sélectionnés. Deuxième sujet, écho de l'organisation du match. Voilà, quand on parle du match, c'est bien sûr celui du 3 juin. Ce serait donc contre l'Eswatini et le retour du public au stade. On est en train d'aller donc vers cette mobilisation totale des supporters. La CAF non seulement a autorisé le Togo à disputer ces matchs à domicile, on sait que c'était un peu difficile avec tout ce qu'on connaît, bien sûr, c'était à l'étude, est-ce que le stade va être accepté, est-ce que ça ne va... Bon, maintenant c'est fait, et non seulement cela, mais aussi les travées du stade vont être ouvertes donc aux supporters. C'est une bonne nouvelle pour les Togolais, Franck? Non mais rien à dire. Rien à dire. S'il y avait le Togo devait jouer à domicile sans son public, j'avais dit ici une fois qu'il fallait peut-être annuler ces éliminatoires. C'est ce que vous avez toujours dit. Parce que là, surtout le public a faim. Les supporters, les inconditionnels de l'équipe nationale ont faim. Ils ont envie d'aller voir leur sélection. Voilà, sous Paulo Duarte qui est arrivé depuis pratiquement 1 an. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle déjà, de savoir que, oui, le stade de Kégué devait accueillir un public, le 12e Gaïndé, comme on le dit au Sénégal. Voilà, pour apporter ce soutien massif aux éperviers sur ce match du 3 qu'il faut forcément gagner. Bon, dans tous les cas, Paulo Duarte est revenu d'ailleurs sur cette situation et qu'il trouve satisfaisante justement donc d'avoir le public avec lui pour jouer son rôle, que tout le monde doit jouer son rôle. Écoute plutôt Paulo Duarte. La tirage au sort est là, le groupe est là. Nous, le Togo, on a le calendrier plus difficile dans les premiers 3 matchs. Sur les premiers 3 matchs, on joue 2 fois au extérieur. C'est nous et Extasine qui a ça. Mais nous aussi, on a la chance de 4 équipes qui sont dans ce groupe. C'est nous, le Togo, qu'on a la chance de pouvoir jouer à notre maison. Avec notre public, avec notre stade. Ça, c'est un avantage, bien sûr, c'est un avantage, mais ce sera un avantage plus si le public togolais nous donne le plaisir, et quand je parle nous donne à nous tous, joueurs, staff, journalistes, à tout le monde, de voir un stade plein de supporters, un stade qu'on ne regarde pas déjà 2 ans, à 2 ans et demi, peut-être à cause de la pandémie mondiale. Donc, on profite de cette grande opportunité de rencontrer le public dans notre stade. Ça veut dire que c'est ma première invitation, c'est le public, c'est notre 2e joueur. Un match avec le public, avec un stade plein, c'est complètement différent de jouer un match qui a 1000 ou 1500 supporters. Je demande la maximum présence au stade Kégué et ça sera clairement notre premier joueur et notre grande force dans cette qualification pour la Côte d'Ivoire. Voilà, un appel donc au public de Paulo Duarte, Angelon, et ça sonne donc la mobilisation complète et totale des supporters pour prendre d'assaut les travées du stade de Kégué.
Le premier relais de transmission, en tout cas de cette mobilisation, tant appelé par le sélectionneur Paulo Duarte, c'est nous les médias. Il reconnaît aujourd'hui que oui, si le 12e homme devrait être présent au stade de Kégué pour ce premier match en inaugural, oui, les médias doivent faire leur travail, nous le faisons déjà bien et d'autres également commencent déjà à le faire. Il connaît la valeur du 12e homme. Il sait très bien que c'est extrêmement important pour sa sélection d'être justement soutenu par son public. Et aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire. La Covid, en tout cas, par moment, a bouleversé beaucoup de choses. Et là, on pourra permettre, en tout cas aux citoyens lambda, quel que soit le ticket, en tout cas à la bourse, presque de chacun, ça dépendra, d'être là et de vivre exactement le fait de voir sa sélection se produire à domicile. Ces joueurs que nous avons cités ici, ils verront exactement ce dont ils sont capables, le pourquoi on les a appelés en sélection et ce qu'ils sont capables de pouvoir donner pour la sélection. Et je pense que quand il lance en même temps cet appel-là, indirectement, il fait également appel au ministère, à l'État, pour mettre en tout cas les dispositions qu'il faut pour permettre à ce public-là d'être là. Nous qui avons l'habitude d'aller au stade de Kégué pour les retransmissions des matchs de première division et autres, on sait très bien que les sièges sont en train en tout cas d'être bien mis pour que voilà on puisse terminer justement ces installations-là. Mais bon, on sait également qu'il y a d'autres recommandations qui, dans l'immédiat, ne seront pas tout de suite remplies. Ça se comprend. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le Togo va jouer à domicile face à l'Eswatini. Et donc, à partir de là, comme un seul homme, il va falloir rester justement derrière cette sélection et la pousser justement à gagner avec beaucoup de buts, même si c'est l'Eswatini, mais il faut quand même arriver à gagner avec beaucoup de buts. Pourquoi pas ne pas mettre les 6 comme on l'a fait en 2008? Oui, c'était au Ghana. C'était au Ghana, oui, parce que le stade de Kégué à l'époque a été sanctionné. Était suspendu. Suspendu, j'allais dire. Donc il va falloir faire le déplacement et c'était une brillante victoire. Pourquoi pas remettre aussi ça oui, le 3 prochain. Et puis l'autre avantage dont il a parlé le coach, c'est que le Burkina ne jouerait pas à domicile. Oui. Le Cap-Vert également ne jouera pas à domicile. C'est ça. Voilà, on a choisi le Maroc. Est-ce que les Swatini jouent à domicile? Oui, je pense, par rapport à les Swatini, on n'a rien dit. Donc, soit ils iront en Afrique du Sud. Ils ont leur stade Somololo qui accueille les matchs de l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est un brin d'avantage pour le Togo, mais il ne faut pas s'appuyer sur ça. C'est pas parce que le Burkina peut-être devait délocaliser ses matchs sur le Maroc à Marrakech ou bien le Cap-Vert que c'est fait déjà. Il va falloir être concentré sur toute cette compétition et avoir le nombre de points nécessaires qui permet d'aller en Côte d'Ivoire. Nous parlons donc de mobilisation. Franck, vous êtes bien sûr le patron de la rédaction à Sport FM. Comment ça se passe? Oui, à chaque fois que les éperviers en match, nous avons toujours un programme ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui a d'ailleurs poussé à créer cette émission spécialement dans le nid des éperviers pour toutes les sélections nationales, pour que la mobilisation soit à tous les niveaux. Et voilà, et à partir de lundi, les groupes de supporters vont commencer par venir ici, le groupe Mama Togo, en Septo, respect, pour mettre l'ambiance, et ce, jusqu'au match du 3. Donc, voilà, et des t-shirts seront mis à disposition par la fédération, et les auditeurs qui vont appeler vont gagner. Et voilà, donc ça va mettre de l'ambiance, ça va jouer, ça va répondre à des questions par rapport aux joueurs qui évoluent au sein des éperviers. Donc voilà, toute une ambiance autour. Et le sport également va commencer à partir de la semaine prochaine, lundi ou mardi au plus tard. Et puis voilà, que tout est mis en bras. En tout cas, la fédération devrait faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire créer aussi les conditions de mobilisation. Ce serait donc à travers les médias. Il ne faudrait pas s'arrêter à Lomé non plus. Il faut justement aller à l'intérieur. Et les médias à l'intérieur sont là également pour servir d'appui donc pour la fédération, parce que habituellement donc les supporters viennent également de l'intérieur du pays, des grandes villes du Togo et même des contrées les plus reculées. Il faudra donc surfer sur tout cela et peut-être aussi Angelon voir du côté du gouvernement si on ne pourra pas peut-être, comme ça fait plus de 2 années qu'on n'a plus eu donc du public au stade, l'autorité suprême pourra peut-être... c'est possible. Hein, non, je vois. La gratuité. Je vois là où vous voulez en venir. Mais
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mettre à disposition donc des tickets, justement. C'est-à-dire que l'État, enfin le gouvernement peut donc acheter ces tickets et mettre à la disposition donc du public. On distribue et puis les gens pour faire en sorte que. Est-ce qu'on a le nombre fixe maintenant là? C'est 15 000 ou 10 000? Bon, il faut avoir cette précision et donc dans tous les cas la fédération devrait avoir la précision et mettre donc ce nombre de tickets à la disposition. Angelo? Oui, non, mais je pense que la comment dit-on? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Pourquoi ne pas faire justement ce plaisir-là à ce public qui aime tant sa sélection? Au-delà de ça, arriver à trouver les points focaux justement pour organiser autrement également cette mise à disposition des tickets. On pourra pourquoi pas s'appuyer sur les communes, les mairies aujourd'hui qui sont beaucoup plus dans une certaine circonscription et voilà organiser différentes poches de mobilisation pour en tout cas permettre à ce que le public le 3 juin prochain, en tout cas lorsque les boucliers du roi sortiront des vestiaires, voilà, qu'ils soient un peu étourdis par l'atmosphère, par un peu l'ambiance mise en place par cette frange des supporters togolais. Je pense que c'est quelque chose d'assez important que nous disons ici. Il faut qu'on prenne à cœur cette mobilisation-là et surtout qu'elle ne soit pas biaisée. L'idéal, c'est qu'elle soit vraiment collective, soutenue. Quand je dis soutenue, je vais juste prendre par exemple les supporters, les groupes de supporters. Il faut également leur venir en aide. C'est-à-dire s'il faut mettre à leur disposition des bus en aller-retour gratuitement sans qu'ils ne payent quoi que ce soit, mais quand même de se déplacer en masse pour arriver au stade et de pouvoir mettre l'ambiance comme il se doit. Il faut pas les laisser comme ça, voilà, tout comme les médias, ceux qui seront de gauche à droite, que ce soit de Lomé à Saint-Cassé. Il faut arriver à intéresser ceux qui travaillent pour que vraiment le football retrouve, ou bien le football togolais retrouve son lustre d'antan. Souvent, on a l'impression de dire, bon, c'est la fédération, c'est le ministère, nous, on n'a pas envie d'y mettre la main, c'est à eux d'organiser, ça leur regarde, c'est leur football. Je pense que quand c'est comme ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est à nous tous, c'est un bien commun tout simplement. Dans tous les cas, l'idée est lancée, et donc la balle est dans les camps de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Oui, voilà, colonel Lydie Bessikama. On attend, c'est possible. Vous pouvez donc commencer très tôt à négocier avec qui de droit, donc pour obtenir quelque chose. Si ce n'est pas une subvention totale, ça peut être également partiel. Bon, pourquoi pas. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Voilà donc ce qu'on peut dire donc sur disons les éperviers fanions. Autre point d'actualité, éliminatoire Cannes U17 avec le tournoi UFOA B à Cape Coast, ce serait donc au Ghana. Mission difficile mais pas peut-être impossible pour Maurice Ntouyen et sa bande, toujours en perdition en haute mer. J'allais dire Franck Nyama, l'équipe on s'entraîne, mais avec qui précisément, et comment ça se passe? Toujours des problèmes administratifs, justement? C'est très compliqué, vous parlez de perdition en mer. C'est-à-dire que l'issue sera très compliquée. Moi, je n'attends pas grand-chose de cette sélection. Ce sera... Mais peut y avoir une surprise. Ce sera le même feuilleton par rapport à ce qu'on a vu concernant les U20. Parce qu'au niveau des jeunes, le travail doit se faire d'abord à la base, sur une période assez intéressante, assez considérable. Mais la remarque ici, malheureusement, c'est qu'au Togo, on attend peut-être 2 mois, on attend peut-être 1 mois et demi. On dit à quelqu'un, oui, monsieur l'entraîneur, allez chercher des joueurs, le Togo s'est engagé. Chercher. Voilà, le Togo s'est engagé dans une compétition X ou Y. Donc, par rapport au cadet, ça va être très compliqué face à des pays qui ont l'habitude de travailler depuis des années. Au Ghana ou bien à Accra, par exemple, à partir du 11 juin, le Togo devra faire face au Ghana, pays hôte, et puis face au Nigeria. Ah oui. Or, dans ces genres de catégories, ces 2 pays sont des monstres sur le continent. Donc, si le Togo ne travaille pas comme il se doit, on ne peut pas attendre grand-chose de Maurice Ntouyen. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est encore des problèmes administratifs, de papier, de faire des... C'est compliqué, alors que, normalement,
actuellement, le Togo devrait être en train de disputer des matchs amicaux, de faire, on va dire, des préparations, des préparatifs qui lui permettent d'être à la hauteur des Ghanéens et des Nigériens. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et moi, je n'attends pas, sincèrement, grand-chose par rapport à cette participation des cadets au tournoi UFOAB. Angelo Folikwe, bien, on sait qu'il y a ces problèmes administratifs, justement, avec, disons, les joueurs qui n'ont pas donc les papiers qu'il faut pour avoir le sésame. Le sésame étant donc le passeport, puisque c'est avec ça donc on va pouvoir jouer. Vous n'avez pas ça, on ne pouvait pas jouer. Et on en est encore à ce niveau. C'est la triste réalité. Et pourtant, on est conscient justement de cette réalité tristonnette, mais là, on a encore, je dirais, ce courage d'engager cette catégorie de joueurs dans ce genre de compétition. Est-ce que c'est mal faire? Non, je ne le pense pas. Sauf que on n'a pas suffisamment de bases de données avec lesquelles on doit vraiment travailler, non seulement travailler sur le tenter, mais au même moment sur la durée. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Oui, le Togo sera justement du côté d'Accra à partir de juin pour disputer cette compétition. Ce qui me dérange personnellement, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'informations autour de cette sélection. On vous dira qu'ils sont en train de s'entraîner, de pouvoir travailler, de faire un peu de la prospection, et toujours. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu un programme défini, même dévoilé à l'endroit, en tout cas. Oui, mais le problème puisque moi j'ai eu également à échanger avec le sélectionneur, c'est qu'il n'a pas un groupe sous la main à proprement parler. Et donc, c'est-à-dire que on est avec certains joueurs, qui n'ont pas encore des papiers. Tous les jours, il faut aller chercher tel papier pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Mais le problème, la solution serait justement que s'il y avait donc une compétition de cette catégorie, on sait que pour jouer la compétition, eh bien, il faut avoir certaines conditions, il faut remplir certaines conditions. Et malheureusement, il n'y a pas donc ces compétitions. Et ça fait que, comme Franck l'a dit entre-temps, on appelle l'entraîneur, on lui dit, bon, ok, va chercher les joueurs. L'expression va chercher, mais ça veut dire qu'on n'a rien sous la main. Moi, en même temps, pour aller un peu plus loin, je me pose la question, est-on obligé, sachant que les conditions sont telles, de s'engager dans cette compétition? C'est là la question. On pourra quand même dire, oui, nous sommes intéressés, mais pour le moment, on n'est pas prêt. Donc, matière à pouvoir au même moment, à chaque début de saison, réorganiser. Il y a quand même dans le programme de la fédération l'organisation de cette compétition. Alors là, cette saison également, on a encore prévu. Qui alors? Quelqu'un me dit, il y a un problème quelqu'un très proche de la fédération me disait la dernière fois qu'ils feront tout pour engager le championnat des jeunes. Ben, on attend de voir. Oui, mais le budget, même là, je crois que si je ne me trompe, ça doit être environ 50 millions pour organiser donc cette compétition, cette compétition pour les juniors et les cadets. Bon, ben écoutez, mais il faut trouver ces 50 millions quelque part. Voilà la réalité. Quelque part. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est aussi ça. Voilà, pour ce qui concerne donc les catégories inférieures. Éco préparatif Cannes 2022 des dames, Kai Tometi fait de son mieux en attendant bien sûr le meilleur. Son programme est toujours à l'étude à la Fédération togolaise de football et au ministère des Sports. Alors, que peut faire Kai Tometi en ces moments, Franck? Mais moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qu'elle fait de mieux parce que là, il n'y a rien sous la main. Le championnat vient de commencer. Beaucoup disent que vaut mieux tard que jamais. Ça lui permettrait peut-être d'avoir d'autres talents. Lui-même ou bien elle-même l'a dit autour de ce plateau qu'elle avait besoin du championnat pour faire sa sélection définitive. Donc voilà, et ce sera la deuxième journée ce week-end. C'est sûr qu'avec son staff, ils vont pouvoir faire le tour et attendre peut-être de voir encore l'oiseau rare qui puisse permettre d'étoffer la sélection. Maintenant, sur le plan physique, j'ai peur que celles qui vont représenter le Togo à la prochaine CAN ne soient limitées. Parce que combien de journées de championnat va-t-on disputer avant que la sélection ne parte? Puisqu'il y a une mise au vert annoncée du côté du Maroc avant le début de la compétition. Donc je pense que c'est très compliqué si jusqu'à ce jour, le programme qu'elle a fait dort toujours à la fédération, c'est qu'il y a problème. Soit on ne trouve pas les moyens, soit je ne sais pas l'expliquer. Maintenant, peut-être il va falloir que la sélectionneur parle
pour que les gens soient au courant de ce qu'il se passe. Et voilà, s'il y a à crier, il faut crier. Voilà, et c'est sûr que le Togo n'ira pas gagner la CAN des dames aux côtés des monstres comme les Super Falcons et puis le Cameroun et tous les autres, mais il faut une participation assez honorable pour les éperviers dames. Il faut aller battre au moins la Tunisie. En tout cas. mais Kaito Meti, justement, selon certaines informations, donc oui, on a pu quand même autoriser justement Kaito Meti et son staff donc d'aller sur les stades, bien sûr avec un petit moyen. Continuer la prospection. Oui, bon, pour aller suivre. Bon, mais non, bon, la prospection, bon, ok, si vous voulez l'appeler ainsi. Mais aussi, Angelon, c'est que effectivement, elle a su créer, disons, quelque chose pour elle, c'est de rassembler, disons, à partir du dimanche soir, celles qui sont dans la région maritime pour 2 jours de séance de travail, lundi et mardi, et le mercredi, elles regagnent encore leur club. Bon, a priori, c'est pour ça que je dis, donc, en attendant du mieux, elle fait ce qu'elle peut. Donc, avec ça. Ce qu'on observe, c'est du palliatif. Oui, mais malheureusement, oui, mais à partir du moment où la compétition nationale a démarré, elle peut avoir donc ces joueuses à disposition en temps plein. Et donc, elle est obligée justement de créer quelque chose pour au moins essayer donc d'établir cette jonction-là en attendant, parce que celles qui sont donc au septentrion ne peuvent pas descendre. Et donc, bon, elle fait un petit travail avec, disons, celles qui sont donc dans la région maritime et Lomé, donc en attendant justement de trouver un créneau et que sur son programme, les discussions sont en cours entre la fédération et le ministère des Sports pour, bien sûr, pour que le programme soit accepté et pour qu'on trouve le financement qu'il faut. Voilà. Ah oui, c'est vraiment compliqué. Quand on considère un peu l'euphorie qu'il y a eu derrière cette historique qualification, on a l'impression que tout ça est retombé carrément au sous-sol et donc on a l'impression même qu'on n'a plus d'idées. On n'a pas de suite d'idées dans la tête pour mettre en place un programme, une planification et surtout, comme vous le dites, les moyens pour accompagner le programme soumis par Madame Tometi Kaye. Pour moi, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'était la sélection fanion masculine qui avait justement cette situation, on la vivrait de cette manière. Non, je ne le pense pas. Par endroit, j'ai envie de dire que voilà, le foot féminin, ce n'est pas vraiment la priorité telle qu'on le dit. Mais là, on a déjà la qualification, il faut faire avec. Ce que Kaye fait, est-ce qu'elle est aujourd'hui satisfaite? Je ne le pense pas, mais elle fait avec. Elle fait avec, voilà, et se dit tiens, j'essaie de créer un semblant de cohésion en attendant de retrouver tout mon groupe, y compris ceux qui viendront de l'extérieur, avant de pouvoir rallier le Maroc. Quand tout ça est fait comme ça, franchement, ça manque d'évidence et surtout ça manque de pertinence. En tout cas, toujours que ces éperviers dames sont à suivre et à scruter à temps. Voilà, on y est donc avec les Togolais en club, coup d'œil dans l'actualité des joueurs togolais expatriés. On vous retrouve encore, Angelo, dans ce chapitre. Qu'est-ce que vous avez concocté pour nous aujourd'hui? Oui, mais pour dire simplement que ceux que nous avons cochés sur notre fiche font partie en tout cas des appelés de Paulo Duarte pour la suite des éliminatoires, le début des éliminatoires, puisqu'ils ont besoin d'avoir du temps de jeu dans les jambes pour être compétitifs. Alors on pourra dire que Samsoudine de NS Moura, oui, il va bien, il a joué la dernière fois en entrant à la 71e minute pour permettre à son club de pouvoir réaliser un 3-buts-partout face à l'Olympia. Alexis Romao, il est toujours d'activité, il a joué tout le match de son club Ionikos au niveau de la Super League. Nous parlons de registre de relégation. Il a toujours en tout cas l'énergie qu'il faut pour continuer de jouer les 90 minutes. Romao. Exactement. Kevin Boateng, lui également très attendu pour les prochaines sorties du Togo, a joué tout le match
de son club au niveau du championnat portugais. Djenda Konam n'en parle même plus. C'est toujours les matchs à 90 minutes et voire plus. Frédéric Ananou également, c'est un des joueurs capables de vouloir titiller un peu la hiérarchie au niveau de la défense des éperviers du Togo. Il n'était pas du match de Paderborn. Il a été même absent. annoncé son départ. Exactement, vers une destination belge. Antwerp, bien sûr, serait sur cette race. Exactement. Floyd Haïté, dont on parlait tout à l'heure, était absent face à la formation de Niort en Ligue 2. Et puis Clydia Thibault, avec son club de Bordeaux, ça ne va pas très très bien. Espérons qu'à niveau des éperviers, il puisse retrouver le mental pour permettre à cette équipe de Bordeaux, peut-être la saison prochaine, de remonter de la Ligue 2 à la Ligue 1. Oh là là. Oui, mais Franck, c'est voilà, donc quelques informations concernant donc les joueurs togolais expatriés et qui continuent donc à faire parler d'eux. C'est toujours bien de savoir qu'ils sont en compétition parce que ce qui les attend, il ne faut pas que les joueurs soient, on va dire, des joueurs qui viennent pour ne pas être prêts, mais des joueurs qui soient prêts sur le plan physique, sur le plan compétition, sur le plan mental. Et pour avoir tous ces paramètres, il va falloir jouer souvent. Il faut être en compétition dans son club. Donc, c'est bien d'apprendre qu'ils sont en activité et voilà, pour que la sélection puisse bien en profiter. Et parfois, ils ont besoin également de s'appuyer sur la sélection pour que, justement, leur club leur fasse aussi confiance. On oublie souvent cet aspect, mais c'est aussi ça. Alors, et ça nous amène donc à la tranche des auditeurs. À vous l'antenne à présent avec, disons, le 92 03 60 31 et puis le 97 24 26 26. Voilà, donc les deux numéros sur lesquels vous pouvez donc appeler très rapidement. On va prendre 2, 3 auditeurs. Bonjour. Alors bonjour, Gérard Selassie. Bonjour à tout le monde là-bas. Bonjour. Peace and love, mon frère. Je voudrais inviter tous les Togolais et l'entraîneur, les joueurs, les supporters à oublier le nom du pays qui va jouer contre nous le premier match. C'est ça. Oubliez son nom. Sachez qu'on a un match à jouer, un match très important à jouer et on a un match à gagner plutôt, quoi. À gagner. Et oubliez le nom de ce pays. Pas seulement à jouer, mais à gagner. C'est un piège. C'est ça. Gérard, il est parti. Oh oui, bon, voilà. Le message est entendu. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle c'est M. Djima depuis Toti. Djima depuis Toti. Ouais. Oui, je vous écoute. Je voulais demander, est-ce que la donnance de M. Badou Moustapha a rempli encore par la fédération? Sachez simplement que la fédération fait ce qu'elle doit faire justement pour protéger le stade, la pelouse, etc. Et donc, bon, on y est. Ok. Merci beaucoup. À la longue même, ce serait bien de ne plus jouer les matchs de championnat sur ce stade parce que c'est le stade de l'équipe nationale. Oui, mais bon. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, malheureusement. Dima? Ok. Ce serait bon. Ce sera tout, non? Merci beaucoup. Non, merci, salut, Francky, depuis Espace Soudeur. D'accord, c'est fait. Merci beaucoup. Merci. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Auditeur, bonjour. Bonsoir. On vous appelle comment? C'est Sim Félé. Sim Télé. Sim Feile. Oui. Ah, Sim Feile. Je salue le plateau. Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup d'avoir nous vivre les interviews. Mm-hmm. J'aimerais savoir, le 3 là, il me semble c'est le vendredi. Oui. C'est le jour ouvrable, comment le gouvernement Certainement. Bon, je sais pas, hein. dans tous les cas, c'est le programme fait rendu public par la CAF. Et donc, il faut que chaque pays prenne ses dispositions. Par rapport à ça. Ah, ok. On va voir comment on va faire. Quel que soit le jour, eh bien... Il faut que, oui. Il faut que tout le peuple togolais soit mobilisé, au moins les t-shirts là, ça arrive à n'importe qui à secouer. Même si on n'a pas le temps pour aller sur le stade, au moins on porte ça dans la rue. C'est ça, vous avez raison.
Ok, merci beaucoup et bonne année. Merci beaucoup, Simfeli, c'est bien ça. Donc, on se retrouve très prochainement. Peut-être que le dernier auditeur. Oui, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle depuis quand j'étais à Gaulle. Oui, mais maintenant, votre nom, c'est quoi? C'est Maman Saïbou. Maman Saïbou? Oui. Oui, Maman Saïbou. J'ai profité pour saluer tous les journalistes sportifs, surtout M. Mété. Merci beaucoup, Maman Saïbou. Ça dirait, oui, tu ne fais plus de mission, mais tu as fini avec une ici. On y est, on y est. Ok. Sinon, je salue aussi l'entraîneur Paul Baté, avec tous les joueurs qu'il a pu convoquer. C'est ça. Je salue aussi Franck Pignama et M. Angelo Folie. Bonjour. Angelo a soulevé quelque chose tout à l'heure, ça m'a intéressé beaucoup. C'est quoi? Ce n'est pas seulement que c'est la fédération des ministères qui va publiciter tout le monde. Même moi, là où je suis aussi, je peux publiciter le football. C'est justement là où je veux en venir. Oui. Comment est-ce que vous vous préparez dans votre quartier? Non, moi, c'est bon. Nous ne sommes pas nombreux qui supportent. Bon. Mais il y a beaucoup de gens dans le quartier? Comment vous n'êtes pas nombreux? Oui, beaucoup. Mais ça dépend de ceux qui supportent le tout. Ah ben voilà. Alors donc, qu'est-ce que vous faites particulièrement? Pour le moment, nous sommes au moins 4, 5, 6 personnes en attendant. Bon, nous, on est en train de voir si c'est possible, si on peut nous accorder le jour des matchs pour aller, on verra quoi il faut aller faire là-bas. D'accord. Et je suis sûr que le premier match, on verra, ça va aller. Ça va nous apporter grande joie vendredi sur le prochain. Très bien, merci beaucoup. Nous tous, il faut prier. Nous tous, nous allons nous prier. Nous tous les d'accord. Ça soit femme, ça soit homme, ça soit vieux, on va prier. Ce qui s'est passé, nous ne voulons plus ça encore. D'accord, merci beaucoup Saïbou Maman. Donc c'est fini pour ce numéro de DLND1. En tout cas, merci à Franck Lunyama. C'était un plaisir. Angelo Folicouin. Je vous en prie. Merci bien sûr à Elom Adovon. Merci également à Théo Ajav. Je ne voudrais pas oublier mon ami Nicolas Agbossou, justement, le patron de Radio Lumière qui a accepté d'être également des nôtres aujourd'hui. Je suis Aimé Lebon, je vous retrouve vendredi prochain. Salut.